La tragédie de Marilyn Monroe ne réside pas dans sa mort prématurée, mais dans le fait qu'elle soit née dans un monde qui exigeait d'elle qu'elle soit une ombre avant même de devenir une femme. Pour comprendre cette icône blonde et scintillante qui hante encore l'imaginaire collectif, il faut d'abord regarder au-delà des couches de peroxyde et de Max Factor et remonter à l'époque où elle n'était autre que Norma Jean Mortensen, enfant de lumière fragmentée et d'ombres profondes et résonnantes. Née le 1er juin 1926, son arrivée au monde était déjà une énigme complexe. Sa mère, Gladys Pearl Baker, était une femme dont la vie était une succession de coupes abruptes et de scènes manquantes. Gladys travaillait comme monteuse de négatifs, un métier qui l'obligeait à découper les histoires des autres, tandis que sa propre vie se désagrégeait. Elle s'était mariée très jeune, à seulement 15 ans, avec un homme de près de 10 ans son aîné. Ce mariage s'était soldé par un divorce amer et douloureux, au cours duquel ses enfants avaient été emmenés dans le Kentucky, laissant à Gladys un vide qu'elle ne put jamais combler. À la naissance de Norma Jean, Gladys avait déjà surmonté un second mariage raté avec Martin Edward Mortensen, dont le nom figurait sur son acte de naissance, bien qu'il ne fût pas son père biologique. Pendant près d'un siècle, l'identité du père biologique de Marilyn resta l'un des plus grands mystères d'Hollywood, un secret enfoui sous des couches de honte et de silence. Ce n'est qu'en 2022 qu'un test ADN révéla enfin la vérité, désignant Charles Stanley Gifford, un homme avec qui Gladys avait entretenu une brève liaison discrète. Marilyn grandit en se demandant à qui appartenait à ses yeux un manque fondamental d'identité qui allait marquer sa quête amoureuse de toute une vie. Les premières années de Norma Jean furent d'une stabilité trompeuse, une stabilité bâtie sur un sable mouvant. Gladys, aux prises avec les exigences d'une mère célibataire et l'étreinte grandissante de la pauvreté, confia sa fille à Albert et Ida Bolender, des parents d'accueil évangéliques dans la quiétude rurale de Hawthorne. Pendant un temps, la vie fut simple, empreinte de la morale rigide de l'Église et de l'air poussiéreux d'une petite ville californienne. Mais cette paix fut de courte durée. En 1933, Gladys tenta désespérément de récupérer sa fille en achetant une petite maison à Hollywood. Ce rêve de vie familiale paisible ne dura qu'un an. En 1934, les ténèbres s'abattirent enfin. Gladys fut victime d'une grave crise de démence, diagnostiquée plus tard comme une schizophrénie paranoïde. Ce fut un traumatisme qui entra Marilyn à jamais l'image de sa mère, emmenée dans une salle d'hôpital impersonnelle, la laissant seule dans un monde qui soudain ne lui offrait plus de place. Dès lors, Norma Jean devint pupille de l'État, une enfant qui n'appartenait à personne et à tous. Une amie de Gladys Grace Goddard tenta de gérer le chaos, mais les années qui suivirent furent un tourbillon vertigineux de familles d'accueil et d'institutions impersonnelles. C'est durant cette période d'abandon que Norma Jean commença à bégayer sa voix, se brisant sur les mots qu'elle désirait désespérément prononcer, manifestation physique de sa souffrance intérieure. Elle se replia sur elle-même, tel un fantôme errant dans l'orphelinat numéro 2 de Los Angeles, accablé par le poids glacial du rejet. Le cinéma devint son seul refuge. Dans la lumière vacillante d'une salle obscure, le monde extérieur, sombre et gris, s'évanouissait. Elle ne se contentait pas de regarder les actrices à l'écran. Elle les étudiait. Elle voyait dans leur glamour une armure, une façon d'être vue sans être touchée. À l'adolescence, le désir de devenir actrice n'était plus seulement une ambition, c'était une stratégie de survie. Elle voulait être quelqu'un d'autre, n'importe qui pour ne plus être cette fille à la mère schizophrène et au père absent. Le destin intervint de la manière la plus banale qui soit en 1942. Le mari de Grace Goddard fut muté en Virginie occidentale et en raison des lois sur la protection de l'enfance, Norma Jean ne put le suivre. La solution fut aussi radicale que désespérée le mariage. Peu après son 16e anniversaire, elle épousa son voisin James Dougherty, âgé de 21 ans. Elle abandonna ses études secondaires, troqua ses livres contre un tablier et tenta de se conformer au rôle de femme au foyer en banlieue.
Mais cette union ne la comblait pas une prison silencieuse pour une âme qui aspirait déjà à autre chose. Lorsque Dougherty s'engagea dans la marine marchande en 1943, Norma Jean resta sur place et travailla dans une usine de munitions à Van Nuys. C'est là, au milieu de la graisse et du vacarme des machines, que la première lueur de Marilyn apparut. Un photographe nommé David Conover, envoyé par le capitaine Ronald Reagan pour immortaliser les ouvrières et remonter le moral des troupes, la repéra. Il ne vit pas une simple ouvrière. Il vit une étoile. Aucune de ses premières photos ne fut utilisée comme prévu, mais l'objectif était allumé et il ne s'éteindrait plus jamais. Contre l'avis de son mari, elle se lança dans le mannequinat et signa finalement avec l'agence Blue Book. Le milieu comprit immédiatement qu'elle n'était pas faite pour la haute couture. Son physique était taillé pour le regard masculin, pour les pin-ups et les publicités. Elle entreprit alors une transformation aussi bien chimique que psychologique. Elle se lissa les cheveux et les teignit d'un blond platine scintillant la couleur qui allait devenir sa marque de fabrique, un phare dans la nuit hollywoodienne. Début 1946, elle avait déjà fait la couverture de 33 magazines. Elle devenait un produit commercial, un rêve façonné dans une chambre noire. En juin de la même année, elle signa avec une agence artistique et après une série d'entretiens infructueux, elle décrocha un essai à la 20th Century Fox. Daryl F. Zanuck, le patron du studio, resta de marbre, mais un cadre du nom de Ben Lyon perçut son potentiel. Sous sa direction, elle adopta le nom de Marilyn Monroe, Marilyn, en hommage à la star de Broadway. Marilyn Miller et Monroe, du nom de jeune fille de sa mère. Le divorce avec Dougherty suivit peu après. La femme au foyer s'éteignait et la déesse naissait. Ses débuts chez Fox furent marqués par une lutte constante pour obtenir des petits rôles et une insécurité permanente. Le studio refusa d'abord de renouveler son contrat, la jugeant trop timide, trop instable. Mais Marilyn était animée d'une ambition discrète et farouche. Elle étudia à l'Actors Lab, se constitua un réseau et se fit de puissants alliés, notamment le dirigeant de Fox, Joseph M. Schenck. Grâce à cette relation, elle obtint un bref passage chez Columbia Pictures où elle fut façonnée à l'image de Rita Hayworth. Elle apparut dans une comédie musicale à petit budget, Ladies of the Chorus, incarnant une choriste courtisée par un homme riche, un rôle qui reflétait sa propre réalité de belle femme évoluant dans une ville d'hommes puissants et prédateurs. Lorsque Columbia la licencia également, elle retourna au mannequinat par pure nécessité. C'est durant cette période de difficultés financières qu'elle posa pour le célèbre calendrier artistique sous le pseudonyme de Mona Monroe. Elle fut payée 50 $ pour se dévoiler entièrement, ignorant que ces images seraient un jour le catalyseur de sa célébrité internationale. Sa chance tourna lorsqu'elle devint la protégée et la maîtresse de Johnny Hyde, un agent influent qui usa de son pouvoir pour lui obtenir des rôles dans Quand la ville dort de John Huston et dans le film mordant et spirituel Eve. Même avec un temps d'écran limité, Marilyn exerçait un magnétisme indéniable. Elle n'entrait pas simplement sur un plateau de tournage, elle captivait l'attention. En 1950, Hyde négocia pour elle un contrat de 7 ans avec la Fox, mais il mourut d'une crise cardiaque quelques jours plus tard. Désespérée et seule, Marilyn persévéra sa popularité, explosant auprès d'un public qui semblait percevoir la vulnérabilité derrière l'image de Miss Cheesecake. En 1952, elle était sur toutes les lèvres à Hollywood, et lorsque le scandale de son calendrier de nu éclata, enfin, elle ne se cacha pas. Dans un geste de transparence remarquable, elle admit être l'auteur des photos, invoquant sa pauvreté et son désespoir. Le public ne la rejeta pas. Il tomba sous son charme. Elle n'était plus seulement un sexe symbole. Elle était un être humain, une jeune femme qui avait lutté et survécu. L'année 1953 fut celle de son couronnement. Niagara la révéla comme une femme fatale, dangereuse, imposant son image emblématique. Lèvres rouges, paupières lourdes, démarche chaloupée. Les succès suivants. Les hommes préfèrent les blondes.
et Comment épouser un millionnaire la consacrèrent comme l'archétype de la blonde idiote, un rôle qu'elle interpréta avec une intelligence subversive et malicieuse qui échappa à beaucoup. Elle était le sexe symbole mondial par excellence, mais la célébrité était une arme à double tranchant. En coulisses, elle commençait à souffrir. Les démons de son enfance, la peur de la schizophrénie qui avait emporté sa mère et l'immense pression du système des studios commencèrent à peser lourd. Elle se tourna vers la toxicomanie pour gérer son anxiété, se forgeant une réputation d'actrice difficile sur les plateaux en retard, incapable de réciter son texte et paralysée par l'insécurité. Sa vie personnelle reflétait le chaos de sa vie professionnelle. Dans une tentative désespérée de trouver une certaine stabilité, elle épousa la légende du baseball Joe DiMaggio en 1954. C'était l'union de deux icônes américaines, mais elle était vouée à l'échec dès le départ. DiMaggio rêvait d'une femme au foyer traditionnel. Il voulait la protéger du monde, tandis que le monde semblait vouloir la dévorer. La tension atteignit son paroxysme lors du tournage de la fameuse scène de la grille de métro pour 7 ans de réflexion. Sous les yeux de milliers de spectateurs qui la virent, sa jupe se soulevait, la jalousie de DiMaggio explosa. Le mariage dura moins d'1 an. Marilyn, désireuse d'être reconnue comme artiste, s'enfuit à New York pour étudier à l'Actors Studio auprès de Lee Strasberg. Elle fonda sa propre société de production, mena une bataille juridique contre la Fox et finit par obtenir un contrat lui conférant une liberté créative sans précédent. Elle épousa le dramaturge Arthur Miller en 1956, une union que beaucoup considèrent comme l'union parfaite de l'esprit et du corps. Mais même cette union ne put la sauver. Elle souffrit de problèmes de santé, de fausses couches et d'une dépendance croissante aux médicaments. Au moment du tournage de certains Lem Show en 1959, sa santé était au plus mal. Elle remporta un Golden Globe, mais la production fut un véritable cauchemar pour tous les participants. Son dernier film achevé, Les Désaxés, écrit par Miller, était un portrait poignant et semi-autobiographique d'une femme perdue dans un monde d'hommes. Son mariage avec Miller s'effondra pendant le tournage et Marilyn se retrouva une fois de plus à la dérive. Hospitalisée pour dépression en 1961, elle ne trouva de réconfort que dans l'amitié de Joe DiMaggio et Frank Sinatra. Elle retourna en Californie telle une femme marchant sur le fil du rasoir au-dessus d'un abîme. Dans la nuit du 4 août 1962, les lumières s'éteignirent enfin. Sa gouvernante Eunice Murray trouva la porte de la chambre verrouillée. Lorsque le psychiatre Ralph Greenson parvint enfin à entrer, il découvrit Marilyn morte dans son lit, un combiné téléphonique serré dans sa main. L'analyse toxicologique révéla un empoisonnement aigu au barbiturique. Le médecin légiste conclut à un « suicide probable », un verdict que le monde entier remet en question depuis plus de 60 ans. L'histoire officielle d'une star solitaire et dépressive se donnant la mort n'a jamais suffi à ceux qui connaissaient les jeux de pouvoir à Hollywood et à Washington. Frank Sinatra, sans doute son plus proche confident durant ces dernières années, fut parmi ceux qui emportèrent la conviction que Marilyn Monroe avait été réduite au silence. Tony Opedisano, son ancien régisseur, révéla plus tard que Sinatra nourrissait de profonds doutes quant à cet accident. Pour lui, Marilyn ne présentait aucun risque de suicide. C'était une femme qui entamait une réconciliation avec Joe DiMaggio, une femme qui aspirait à un retour triomphal. Mais c'était aussi une femme qui en savait trop. Marilyn avait confié ses secrets les plus intimes à Sinatra, notamment les détails de ses liaisons avec le président John F. Kennedy et son frère Robert F. Kennedy. Les frères l'avaient rejeté dès que ses relations amoureuses étaient devenues un handicap politique et elle avait ressenti la douleur glaciale de leur abandon. Le week-end précédant sa mort, Marilyn séjourna au Cal Neva Lodge, un établissement appartenant à Sinatra et fréquenté par la mafia. Selon les rumeurs que Sinatra suivit pendant des années, Marilyn préparait une conférence de presse pour la semaine suivante. Elle souhaitait annoncer ses retrouvailles avec DiMaggio, mais certains craignaient qu'elle ne révèle la vérité sur son séjour chez les Kennedy.
Sinatra était convaincue que si elle n'avait pas organisé cette conférence de presse, elle serait encore en vie. Son avocat Mickey Rudin et ses contacts mafieux, notamment Sam Giancana et Johnny Rosselli, laissaient entrevoir une version plus sombre des faits. Selon cette théorie, Marilyn aurait été délibérément réduite au silence pour protéger l'héritage des Kennedy. Sinatra était convaincu que Robert Kennedy, de concert avec ses ennemis comme Jimmy Hoffa, avait orchestré un complot pour éliminer la menace qu'elle représentait. La méthode employée d'après ces sombres révélations consistait en l'administration d'un suppositoire de barbiturix mortel alors qu'elle était inconsciente. Une méthode qui ne laisserait aucune trace d'injection visible et qui pourrait faire croire à une overdose. L'obsession de Sinatra pour la vérité l'a poussé à engager des détectives privés et à éplucher ses dossiers médicaux et téléphoniques pendant des décennies. Il a secrètement accusé la police de Los Angeles de complicité dans une dissimulation maquillant un assassinat politique en une tragique overdose. Pour Sinatra, Marilyn était victime d'un meurtre commandité par ceux-là même en qui elle avait confiance. Prise entre deux feux, entre la Maison-Blanche, la mafia et les syndicats, cette femme fragile était devenue un secret dangereux. Que ce soit les pilules ou les secrets qui l'aient tuée. Le résultat est le même, la star blonde s'est éteinte au sommet de sa gloire, laissant derrière elle un héritage aussi mystérieux que cinématographique. Marilyn Monroe demeure le mystère hollywoodien par excellence, une femme qui a passé sa vie à chercher sa propre identité pour finalement laisser le monde décider pour elle. Elle était la jeune fille délaissée de Hawthorne devenue reine et la reine rejetée par les rois de son époque. Joe DiMaggio, l'homme qui avait tenté de la préserver des feux de la rampe, a fait déposer des roses sur sa tombe chaque semaine pendant 20 ans, honorant une promesse qu'elle lui avait faite. Il n'a jamais parlé d'elle à la presse, ultime geste de protection pour celle qu'il n'avait pu protéger de son vivant. Marilyn est morte avec des flacons de médicaments vides à côté de son lit, mais son histoire reste pleine de questions sans réponse. Était-elle victime de ses propres démons? Ou des hommes qui ne pouvaient se permettre de la faire taire? Alors que les lumières du 20e siècle s'éteignent, son image demeure une chevelure platine et un rire étouffé éternellement jeune, éternellement belle et éternellement silencieuse. L'icône blonde a disparu, mais le fantôme de Norma Jean continue de nous murmurer depuis l'ombre du grand écran, nous rappelant le prix exorbitant à payer pour être le secret le plus célèbre du monde.